Attends, mais dis donc, on serait pas bientôt à 10 000, nous? Bon, alors, on va faire une grande fête, je t'annonce. Il y aura des éléphants, il y aura des danseuses, il y aura des cracheurs de feu. Enfin bon, si j'ai le budget, mais enfin, on va essayer. En tout cas, en attendant, tu t'abonnes, tu mets la petite cloche. C'est important, la petite cloche. Sinon, tu seras pas prévenu de toutes les vidéos. Puis regarde, là, on est à moins d'une centaine, là, pour faire 10 000. Ça va être énorme, ça va être la teuf. Et puis, il y a aussi le 25 mars, tu le sais. Prends ta place, il en reste encore un petit peu. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc. Ravi de vous retrouver pour un nouveau dans le carré avec un homme que vous adorez, je le sais. Hein. Il fait partie de ceux qui ont été avec moi pendant tout le confinement. Vous avez aimé ses analyses. Aujourd'hui, on va approfondir le personnage et toutes les performances qui vont autour. Je reçois un ami, je reçois Monsieur Bibi Hutch, Monsieur Clément Richesse, comment tu vas? Ça va très bien, je commençais à m'inquiéter, je me suis dit que tu m'avais oublié. Non. Et donc je suis content de enfin me retrouver dans le carré. Non, tu fais partie de ceux qui, dès qu'il y a un poker débat, j'appelle en premier. Tu fais partie d'ailleurs de ceux qui les ont quasiment tous fait, je pense. Tous les gros, tous les J'en ai, importants, on a t'étais, fait beaucoup. t'étais là. C'était- Et en même temps, on était bien enfermés aussi. Maintenant, la vie a repris. Bon, mon ami, il y a plein de choses à raconter sur toi. J'ai fait pas mal d'interviews ces derniers temps sur des gens qui étaient dans l'actualité. Toi, le paradoxe, c'est que c'est pas tant d'être dans l'actualité que d'être dans la continuité. Autant d'un point de vue personnel de ce que tu as pu faire aussi avec ton associé, monsieur Benjamin Chalot, avec la team ATM. On va parler de tout ça. J'aimerais bien qu'avant de parler, on va dire un peu plus personnellement, on parle déjà de chiffres. Parce que, si je dis pas de bêtises, il y a quelques semaines, quelques jours peut-être, j'ai vu passer les chiffres rien que de ton équipe sur cette année d'ATM, où c'est impressionnant. Est-ce que tu peux un petit peu, pour le grand public, ceux qui n'auraient pas vu ça, parler un peu chiffres? C'est quoi l'équipe que tu coaches avec Ben? Alors, actuellement, on est 8, il y a 8 joueurs sous contrat. Donc il faut savoir qu'il y a une team tournoi, c'est la team que beaucoup de personnes connaissent. Et également, je m'occupe d'une team cash game, où là, j'ai pris que 2 élèves pour vraiment mettre l'accent sur la qualité, plutôt que la quantité. Et donc, pour les chiffres, on est, je crois, à quelques milliers d'euros du deuxième million Quand de tu... gains. Alors, quand tu dis du deuxième million, c'est cumulé ou c'est sur l'année? C'est cumulé. C'est pour Cumulé, toute ok. la team. Donc, au début de la team, il faut savoir, on se disait avec Ben, avec Benjamin Chalot, est-ce qu'on va mettre un S à M the Millions? Tu vois, on se dit, et puis, allez, on est fou. On ne sait pas si ça va, si on va réussir. Au fond de moi, je pensais qu'on allait réussir, mais voilà. Donc, le deuxième million arrive, le S, on a bien fait de le mettre. Pour ce qui est des chiffres, je pourrais les ressortir d'ailleurs, si jamais tu me laisses quelques Mais secondes. vas-y, tu as tout ton... on est dans le carré, on a tout le temps, mais justement, je veux que tu nous les sortes parce qu'ils sont impressionnants quand même. Donc là, en 14 mois, les chiffres sont un profit de 700 000 $. Donc on a eu une énorme performance de Miles Cordis Ouais. pendant les Winamax Series qui a gagné près de 300 000 euros. Donc qui a Juste beaucoup sur les pris d'élèves. Winamax... mais sur quoi? Sur le main ou sur plusieurs tournois? C'était le 4 Million Event KO. Ok. Il y avait 16 000 joueurs et il a fini premier. Donc évidemment, énorme performance. Pas mal. Pas mal. Il a, il a gagné près le double du main de Las Vegas. Donc voilà, on a fait 44 000 tournois pour un ROI de 22. Les 2 dernières années, on a monté le ROI à 26 et l'average buy-in est maintenant à 63 $. Donc ça devrait être 55 euros, On quelque est chose comme d'accord ça. qu'un average à plus de 50 dollars, on commence déjà à être sur un bel average quand même là, non? Ouais, mais c'est surtout qu'il y a certains joueurs qui vont avoir. Il y a quelques joueurs qui vont avoir un average buy-in aux alentours de 30, qui vont jouer le maximum de volume. Mais la grosse majorité de la team a un average buy-in au-dessus de 100. Ok. Ça, Donc vous verrez le graphique, on vous l'affichera. voilà, je te l'enverrai. Et sur la team cash game alors? Enfin, sur les deux élèves que tu as pris en cash game? Ouais, ça se passe vraiment très très bien. C'est pareil, je pourrais sortir les courbes, je leur demandais, mais par exemple, j'ai un élève qui a gagné
En 5 mois, il a gagné 60 000 euros, Ouais. alors qu'il jouait average buy-in 2. Enfin, il jouait en NL 200, NL D'accord. 400. Donc, c'est plutôt bien. Il va être excellent. Tu vois, Alors, à force de coacher, ouais, tu sais, les pépites. que Je tu peux pense, trouver. ouais, je pense pouvoir déceler la pépite chez un mec. Je me suis rarement trompé. Alors, maintenant qu'on a des chiffres, et que c'est des gros chiffres, on va revenir un petit peu sur ATM, justement. Euh, Pourquoi vous décidez de fonder ça? Alors, au tout début, euh, quand tu es joueur, tu as envie de te diversifier. La première façon de se diversifier pour un joueur, ça va être de créer sa team, de stacker. Il y a beaucoup de gens qui le font, mais pas sous forme d'une structure. Donc, moi, premièrement, j'avais envie de me diversifier et d'avoir un revenu passif, gagner de l'argent passivement. Et j'ai toujours voulu euh, avoir fonder quelque chose, tu vois, transmettre le savoir. Enfin, je coach depuis 2014. Tu vois. C'est quelque chose que j'ai voulu faire depuis très longtemps. Il y a également le côté reconnaissance. Tu sais, quand il y a des mecs qui sont là, merci de m'avoir emmené là où je suis aujourd'hui. Tu vois, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, évidemment. Donc ça ont été les raisons premières à la fondation de cette team. Ouais. Et le but, bon, évidemment, c'est de les amener le plus haut possible. Il y a un chiffre que vous avez en tête, une performance que vous avez en tête? Non, on n'a jamais été comme ça d'ailleurs. Il y a plusieurs niveaux dans la team. Et plus tu montes de niveau, plus ton contrat s'améliore et plus tu as des choses qu'on t'offre. Par exemple, il y a un bootcamp qui est tout frais payé, où on va payer le billet d'avion, plus le logement, etc. Donc ça, c'est que tu l'atteins au bout d'un certain moment. Non, on faisait monter des personnes alors qu'ils perdaient, par exemple. Parce que leur travail et la façon avec laquelle ils jouaient nous satisfaisaient. C'est-à-dire que toi, Et tu pouvais juger que c'était. Même si le résultat était négatif, c'était plus parce que c'était une période de bad run que le talent brut, quoi. voilà, ouais. Du moment où il fait le travail, du moment où il est là, du moment où il est présent au coaching, du moment où il poste des mains, du moment où il répond aux mains des autres, etc. C'est ça qu'on recherche chez nos gars. Et la perf, évidemment, c'est en plus. Mais c'est pas ce qui va driver, c'est pas ce qui va driver le succès de la personne dans la team. Tu dirais que t'as une des meilleures teams mondiales aujourd'hui? C'est une question difficile parce que je ne suis pas au cœur des autres teams. Il y a des teams de cash game qui sont meilleurs, c'est sûr. Pour ce qui est team de tournoi, donc j'ai une petite histoire là-dessus, c'est BitB, Best in the Business, Hmm, tu vois, qui est bien sûr. dirigé par Patrick Léonard Qui est un peu la et référence. European. Voilà. Au début de, Au début de la construction de cette team qu'on a fait avec Benjamin, donc Aim the Millions, ATM, ils sont venus nous voir pour qu'on abandonne notre projet et qu'on vienne coacher pour leur team BitB, pour avoir la section française de tournoi. Ce qui est une belle marque de reconnaissance. Ouais, ouais, on a, on l'a pris comme tel. Et il y a eu un petit passage marrant avec European, où à la fin du meeting, donc ils nous invitent dans un hôtel, il y a une salle de conférence dans l'hôtel, ils nous font une présentation de 1 heure et demie ou 2 heures avec les trois leaders de la team que j'ai cité précédemment, plus leur comptable. Ils nous ont fait une présentation de pourquoi est-ce qu'ils ce sont les meilleurs, etc. Et à la fin, avec Ben, on se concerte, on leur dit non, on va refuser le projet. Et là, il y avait European qui était très énervé et qui m'avait lâché une phrase en disant ah ouais, si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Et je vous donne pas 6 mois pour survivre contre nous. Tu vois. Donc, C'est raté. voilà, c'est raté. C'est intéressant quand même quand tu dis ça parce que si on regarde bien, toi, le deal que vous avez avec eux, c'est quoi? C'est coaching for profit? C'est quoi? Il y il y a 3 formes de contrat. Le premier, c'était
coaching for profit plus stacking. Donc, on va stacker généralement le contrat aux alentours de 50%. Il reverse les gains à hauteur de 50%. Il y a également coaching seul. Et là, ça va être aux alentours de 25. Et puis sinon, on avait fait une autre formule où on faisait payer à l'année notre coaching où il n'y avait pas de pourcentage. Là, il payait une formation, quoi, grosso modo. Enfin, Voilà. il payait un coaching, quoi. Voilà. Mais on s'est rendu compte par la suite que ça ne fonctionnait pas du tout. En fait, il y avait une différence énorme entre l'implication des personnes qui avaient payé et l'implication des personnes qui reversaient un pourcentage. C'est-à-dire Et les personnes qui avaient... C'est-à-dire que celles qui reversaient étaient beaucoup plus à même de percer, tu veux dire, de travailler? Ouais, il y avait une énorme différence dans la team. C'est-à-dire que ceux qui avaient payé, j'étais leur... Ils m'ont payé, je suis... Vas-y, tu fais ce que je te dis, tu vois, presque. Tu comprends? Ouais. Et pour parler poliment, t'es leur pute, quoi. Merci. Non, c'était pas ça. Ouais, tu sentais que ils se sentaient pas obligés de participer au coaching parce que j'ai payé, j'ai fait ma part du travail. Maintenant, c'est à toi. Ouais. Alors que quand ils nous reversent un pourcentage, il y avait ce côté-là. Je veux vous rendre fier. Je veux vous remercier pour le coaching que vous m'avez apporté. Et d'ailleurs, les gens qui perdaient, nous, on leur disait toujours qu'il n'y avait aucun problème. Tu vois. Au début de la team, on a perdu 60 000 € tout droit. Tous les jours avec Ben, on se disait, on continue. Oui, on continue. Allez, on a confiance en nous, on continue. Et ça descendait. C'était un petit average Bain en plus. On a perdu 60 pour remonter ensuite directement derrière. Mais ouais, tu sens la différence. Moi, le coaching for profit, souvent, j'entends des gens qui l'ont essayé dire c'est pas viable. C'est quoi ton avis là-dessus? C'est viable? C'est juste qu'on le fait mal? Enfin, que d'autres le font mal? Tu parles en tant que structure ou en tant qu'élève? En tant que structure. Non, les élèves, je sais que souvent, ils aiment bien cette formule, mais j'entends souvent les structures dire le coaching for profit, c'est pas viable sur le long terme. Alors, je crois savoir ce qu'ils veulent dire par viable sur le long terme. C'est-à-dire que si jamais tu commences à compter tes heures, tu te dis, ah, j'ai fait tant d'heures de vidéo, tant d'heures de coaching, je divise ça par l'argent que j'ai gagné, il y a des chances que tu te retrouves déçu par ton gain horaire. Tu vois. Oui, toi, ce que tu veux dire, c'est que ce qu'ils veulent dire, c'est que c'est pas rentable en taux horaire, quoi. Ouais, je pense que c'est ça qu'ils veulent dire. Effectivement, honnêtement, c'est même pas un chiffre que je connais, parce que je veux pas le connaître, je m'en fiche. Donc, je m'en fiche de savoir combien je gagne à l'heure de mes coachings avec la team. Moi, ça me convient. Encore une fois, quand ils viennent tous là, qu'on se fait un bootcamp ensemble, que tu connais ces personnes-là vraiment, que tu vas faire des lives ensemble. Parce qu'au début de la team, un de nos objectifs avec Ben, c'était de partir à Vegas avec toute la team et de stacker tout le monde, tu vois. On avait l'image des tops à l'époque en 2017, où quand on allait à Vegas, on avait l'image des tops qui avaient dans leur petit sac à dos 150K. Et les mecs arrivaient un par un, on était à leur table, et le mec arrivait, il disait, ah, je peux avoir 10K, il prenait une liasse, il fait, tiens, allez, va jouer. Ah, je peux avoir 10K, tiens, allez, va jouer. Tu vois, et quand on voyait ça, on se dit, putain, c'est fou, tu vois. On a envie d'être comme ça. Et on a eu la chance de le réaliser, pas cette année, mais l'année précédente. Donc ouais, c'est un des gros objectifs pour nous, de faire ça. On n'avait pas les 150K dans le sac, mais on avait stacké tout le monde. C'était bien cool. On parle aussi souvent, j'entends, les problèmes de recrutement. C'est-à-dire, c'est difficile de trouver des joueurs qui vont vraiment se la donner, qui ont vraiment envie de passer professionnel. Est-ce que toi, c'est ton ressenti? C'est-à-dire, non pas sur le volume de gens qui vont venir, parce qu'il y a toujours plein de gens qui sont intéressés quand tu leur dis, bah, devenez des joueurs pros, devenez meilleurs, gagnez votre vie, passez des étapes, mais sur le profil, c'est très compliqué de trouver des profils adéquats. Ton vécu là-dessus? Je pense que la chance qu'on a dans la team, c'est que notre image est de base très élitiste. Il y a pas mal de gens qui n'osent même pas postuler parce qu'ils disent, ouais, je vais me faire refouler. Ouais, je vais me faire refouler. Par contre, la qualité des candidatures qu'on reçoit, justement, me ferait dire que c'est l'inverse. Moi, personnellement, tous les mecs dans la team, je suis même choqué de ce chiffre-là. Je ne sais pas vraiment si c'est nous, ce qu'on dégage avec Ben, ou si c'est
euh, cette émulsion de groupe qui se passe, tu vois. Mais tous les mecs qui sont dans la team sont des énormes bosseurs, les mecs les plus gros bosseurs que je connaisse. Et tout le monde est dans ce cas-là. C'est assez impressionnant. Donc, on n'a pas ce problème-là pour trouver des profils incroyables. On fait très peu de publicité. C'est... On s'adresse vraiment à déjà des très bons joueurs, tu vois. Notre but, c'est de prendre des mecs qui sont average buy-in 30, 40 et de les faire monter en average buy-in 100. Il y en a beaucoup dans ce cas-là, dans la team, qu'on a pris average buy-in 20, 30 et qu'on a fait passer en average buy-in 80, 100. C'est vraiment notre spécialité, notre cœur de métier, je dirais, chez ITM. Tu dis quelque chose qui est intéressant, c'est tu dis vous communiquez très peu. Et c'est vrai, vous pourriez, on n'en a pas. Mon métier est dans la communication, toi et moi on en a déjà parlé plusieurs fois off. On aurait dû, c'est pas un secret parce que j'en ai déjà parlé, faire un docu ensemble qui a dû être annulé à cause du Covid et de toutes les problématiques qu'il y a eu dessus. T'as jamais eu envie de... Oh, remarque, je vais avoir la réponse. Tu vas me dire que si, parce que sinon, on serait pas venu me chercher pour faire le docu. Mais t'as jamais eu envie de mettre plus en lumière que ça tout le travail, tous les mecs que tu fais, les amener à peut-être être sponsorisés ou que ton groupe, que ATM soit sponsorisé? Alors, c'est marrant que tu poses cette question parce que c'est un projet qu'on va faire avec Ben. Euh, on va faire un mini documentaire, un mini vlog pour l'EPT à Paris. J'ai décidé de faire un format vidéo court pour un peu ouais, développer notre image là-dessus. C'est pas du tout pour développer l'image de ATM et pour avoir, il y a un peu de ça quand même, pour avoir plus de candidatures. Mon but, ça serait d'avoir une liste d'attente de profils géniaux. Tu vois. Et là, pour l'instant, la capacité qu'on a est parfaite, mais à chaque fois qu'on veut des nouveaux joueurs, on va reposter un message. Alors moi, je préfère que ça se fasse automatiquement et aussi donner gratuitement des conseils aux gens. Euh, on n'est pas vraiment comme ça avec Ben, tu vois. On aime bien travailler dans l'ombre. On est plutôt dans ce style-là de travail. Alors surtout Ben, moi un peu moins. C'est pour ça qu'on fait plusieurs rendez-vous ensemble. Parce que j'aime un peu moins d'être dans la lumière, on va dire. Moi, honnêtement, une des raisons pour laquelle on fait pas trop de communication, c'est que mon but chez ATM, c'est qu'on soit tellement bon, en fait, que les résultats parlent d'eux-mêmes. Et si jamais la team tourne et que les gens qui sont dans la team disent à tous leurs potes, les mecs, c'est incroyable. Non, mais je suis choqué. Franchement, je suis choqué. Va postuler, s'il te plaît, arrête d'être bête. C'est mon but. Et c'est vraiment là où on se dira, OK, on a réussi. Je pense que c'est un peu ce qui est en train de se passer. Donc là-dessus, on touche du bois. Ouais. Mais voilà, est-ce que tu comprends ma démarche Je comprends. de... Le communicant que je suis te dirait qu'on peut faire plus, mais je comprends ta démarche. Euh, alors, vous êtes. Il y a un truc un peu particulier en France, c'est que j'allais dire, vous n'êtes pas tout seul, et à la fois vous êtes un peu tout seul. C'est-à-dire, grosso modo, les équipes, ou je sais pas trop comment on pourrait définir ça, ben, il y a vous, il y a Notser, il y a Spinelite, mais en fait, aucun de vous trois fait exactement la même chose. Si, il y a la team peut-être qui essaye de faire aussi Julien Pérouse, peut-être aussi, qu'on pourrait mettre dedans. Oh, Julien, je suis désolé, excuse-moi, j'ai bouffé le nom de... Step Up, voilà, hop là. Ces autres entreprises, groupes, peu importe comment on appelle ça, tu les regardes, tu partages des choses avec eux, tu les vois comme des concurrents, tu les vois de loin parce que on s'en fout, tu vois ça comment, toi? T'en rigoles peut-être même parce que tu penses qu'ils se trompent? Non, non, je vais pas me dire, oh, regarde ces losers. Enfin, je sais pas. Non, pas du tout. Je serais vraiment. Enfin, je suis content qu'ils réussissent très bien, qu'ils réussissent. C'est aussi des amis qui sont sur le circuit, donc je suis tout le temps heureux que les mecs réussissent. Puis je pense pas que notre réussite puisse être aux dépens des autres. Tu vois, on Ouais. peut tous bien réussir. Et je sais que ce que fait notre cercle, par exemple, c'est la team que forcément on entend plus parler d'eux.
Ouais, il y a des choses que Romain va dire sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Il y en a d'autres sur lesquelles je vais me dire, ah, c'est vraiment bien qu'il arrive à inspirer autant euh, les mecs de sa team. Donc, En ouais. plus, maintenant, il y a un cas particulier, c'est que Romain étant quasiment plus là, celui qui a pris sa succession, c'est un ami à toi. C'est ça, tu t'entends très bien avec Ouais, Boris. il était dans la team, Boris. C'est ça, c'est ce qu'il Euh, m'avait dit. Il m'avait dit qu'il était très ami avec vous deux. Donc, ouais. en fait, t'es malin, toi. Tu vas placer tes amis, même chez les autres. C'est bien joué, ça. Alors c'est plutôt l'inverse, je vais te dire. C'est plutôt l'inverse. Mais alors, Parce c'est que Notser qui vient te piquer, Boris. ouais, non, Boris est allé de son plein gré chez Notser parce que c'est ce qui lui allait mieux à ce moment-là. Mais Boris est resté 2 ans dans la team à avoir le coaching qu'on. Non, mais c'est pas idiot. Tu dis rien, tu les places, tu rachètes ensuite tes boîtes. Bien joué, Clément. J'aime cet esprit, j'aime cet esprit d'entreprise. Justement, ces concurrents qui font pas la même chose, qui ou sont beaucoup plus dans le spin, ou ont, je dirais, une formation physique, à un endroit avec notre serre. C'est des choses où des fois vous réfléchissez, vous dites, mais pourquoi on n'irait pas aussi dans les spins, ou pourquoi on prendrait pas. Toi, non, t'es pas en Bulgarie, t'es en Hongrie, toi, c'est ça. Hongrie. T'es en Hongrie, te dire, mais pourquoi je n'ouvrirais pas un centre en Hongrie? C'est des choses auxquelles vous réfléchissez ou c'est des réflexions que vous pouvez avoir ou pas du tout? Non, pas du tout. Tout ce qu'on fait dans la team, c'est par pur plaisir. C'est, on se dit en priorité, en fait, on se dit en priorité, est-ce qu'on a envie de faire ça? Tu vois, par exemple, faire les vidéos, là, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, donc je vais le faire. Mais si jamais toi, tu viens me voir, les mecs, faut faire des vidéos, je m'en fous. Je sais que ça marcherait mieux, mais j'en ai rien, je m'en fous. Ça m'intéresse pas. Donc, c'est plutôt comme ça. On pense à ouvrir une section spin. On pense, je vais étendre la section KGM, mais tu vois, il n'y a rien. Tout ce qui est dans le coaching est optimisé. Par contre, le recrutement n'est absolument pas optimisé. Parce que nous, ce qu'on aime, c'est faire du coaching. On est avant tout joueur et ensuite coach. Et ensuite coach. Et donc, si jamais je jouais plus et que mon but c'était d'être coach, j'optimiserais tout ce qu'il y a autour du recrutement parce que ce serait mon business à 100%. Là, pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est d'optimiser mon jeu, d'apprendre des nouvelles stratégies et dès que je les ai, en fait, je les passe à la team. Donc, c'est plutôt comme ça. On fera jamais quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Bon, on a parlé un peu d'ATM et de la réussite. Avant d'arriver à toi, une dernière question. De ton expérience justement de coach, c'est quoi et pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo et qui demain espèrent pouvoir rejoindre ATM, Speed Elite, Notser, devenir des joueurs professionnels, etc. C'est quoi les grandes qualités les plus importantes qu'il faut avoir et les grands défauts qu'il faut ou éviter ou gommer ou qui porteront trop préjudice à une carrière? Alors, il y a 3 traits qu'on retrouve chez les meilleurs joueurs. Il y a le premier trait, c'est penser qu'on est le meilleur du monde. Donc, je sais que je vais y arriver, je suis un tueur, j'ai confiance en mes capacités, rien ne pourra m'arrêter. Ça, c'est le premier trait qu'on va retrouver chez les gars. Avoir de l'ego. Deuxième trait, c'est marrant. Ce qui pour toi est positif? Ouais, mais attends, le deuxième trait, du coup, D'accord. va venir compléter ça. Le deuxième trait, c'est je ne connais rien, je suis nul et je suis prêt à me remettre en question tout le temps. Donc ça, on peut penser que c'est contradictoire, mais en fait, ça va main dans la main. Parce que tu peux te dire que j'ai la capacité pour être champion du monde. Tu vas te dire dès le début, ok, moi personnellement, je sais que dès le début, j'étais là, ok, je voyais les tops, j'ai fait, ok, je serai là. Il n'y a pas de problème, je serai là, je m'en fous, comment je vais, mais j'y arriverai, il n'y a pas de problème. Et en même temps, il faut arriver à se dire, chose qui a été plus difficile pour moi, se dire, ah, ce qu'il fait, tiens, ça peut être intéressant, je vais essayer de comprendre ce qu'il fait. J'étais plus, surtout avant les solvers, où du moment où tu gagnais, tu pensais connaître la bonne façon de jouer parce que tu vois, il y avait 2 personnes qui gagnaient, 2 personnes qui jouaient de façon différente. On ne savait pas qui avait la meilleure stratégie puisque les deux fonctionnaient. Aujourd'hui, avec les solvers, c'est quand même plus facile. On peut vérifier euh, en faisant des note-lock qui a raison selon la réaction de l'adversaire, etc. Donc, premier, avoir un énorme ego. Deuxième, savoir qu'on ne sait rien et qu'il faut chercher de l'information de partout. On peut apprendre
de partout. Il y a souvent une erreur des jeunes joueurs, c'est... Alors, il y en a une marrante. Je jouais en MTT, il y avait un mec à table, j'ai open 2x. Et le mec dans le chat, il me fait, mais t'es trop nul, t'as 200 blindes, t'open 2x, mais tu connais rien. Tu vois, ce genre de truc alors, qui veut rien dire. Donc, le mec a dû me mettre une pastille de fiche, et il doit faire ça en boucle avec tout le monde, au lieu d'essayer de comprendre comment est-ce que Pourquoi? ça fonctionne. Voilà. Donc voilà, il y a ça. Et ensuite, le troisième qualité, c'est de jamais abandonner. Peu importe que ça soit dur, c'est tu retournes au charbon. Si ça ne fonctionne pas, tu changes, tu continues, tu changes la méthode, tu essayes de changer quelques petits détails, tu changes de coaching, tu changes de manière de fonctionner, de table que tu joues, et tu continues, tu continues. Et en défaut, le défaut qu'il faut essayer de gommer, celui qu'il faut, ou celui qui est trop compliqué pour pouvoir espérer avoir de la haute performance. Je pense une grande qualité de joueur. C'est difficile parce que les meilleurs joueurs ont énormément d'ego et en même temps, ils sont pas bêtes là-dedans. Tu vois, il y a l'ego suicidaire et il y a l'ego intelligent, tu vois. Euh, un des pires défauts, je pense, c'est de ne pas arriver à être coaché, de ne pas pouvoir se faire coacher. Euh, une erreur, souvent, ça va être de penser qu'on est bon et on arrive à un... Par exemple, tu peux aller en live, tu rencontres des gens et les gens te parlent d'une main et toi, tu n'arrives pas à te taire. Tu vas te dire, ah oui, il faut faire ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Parce que tu penses savoir. Souvent, ce qui se passe, c'est que tu sais pas à qui tu t'adresses. Tu as envie de donner ton avis sur la main. Et une fois que après tu apprends que le mec il joue extrêmement cher, en fait tu te dis putain, j'ai peut-être été un peu con. J'aurais peut-être dû fermer ma bouche et apprendre de lui. Parce que quand tu parles, évidemment, tu n'apprends rien. Et quand tu écoutes, tu peux déjà apprendre une stratégie nouvelle. Et en plus de ça, tu peux apprendre comment les personnes réfléchissent. Donc, voilà. Je conseille vraiment de mettre l'ego de côté là-dessus et essayer de comprendre ce que les gens, pourquoi est-ce que les gens font ça. Je vais te donner un exemple encore et on finira là-dessus. C'est, j'ai joué une main, c'était à Prague. Bref, peu importe la main, mais il y avait la line était un peu spéciale. Tu vois, en gros, je check raise, check call, check raise, check river. Donc c'est assez bizarre, tu vois. Et j'ai eu plusieurs messages de top joueurs qui ont été waouh, pourquoi t'as check? Explique-moi pourquoi, etc. Putain, je comprends pas. Alors que ce sont des top joueurs, des mecs très bons sur le circuit et qui ont des excellentes performances. Et puis j'ai eu plusieurs messages de mecs que je connais pas, qui doivent pas jouer bien cher et qui étaient là. Putain, mais c'est nul, faut jamais check river. Tu vois, et j'ai trouvé ça génial en fait. Je trouvais que cette image-là résumait parfaitement. Oui, Non. celui qui veut aller plus haut est toujours en train de réfléchir. Celui qui critique est en train de stagner, quoi. Ouais, c'est bien pour son ego, il se dit que c'est lui qui a raison. Tu vois, mais il a rien appris. Alors parlons de toi, justement. Bon, aujourd'hui, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, si tu devais donner un peu d'infos, ça joue quoi? Ça joue à quel volume? Ça joue combien? Ça joue à quelle hauteur? Ça joue à quelle limite? Alors, en 2022, bah, je me suis assis aux tables les plus chères, presque les plus chères du monde. C'était de la 200-400, donc on a 40 000 euros à la table. Hmm. Donc, j'ai fait un petit volume dessus, mais j'ai pu m'installer, j'ai pu jouer des mains là-dessus contre les meilleurs du monde. Et j'ai eu de la chance. C'est bien passé. Donc, j'ai joué plusieurs pots à 80 000 euros. C'est assez hallucinant, hein. Je me rappelle au tout début. Donc, j'ai commencé à jouer, j'avais 18 ans, là, j'ai 34. Donc, je n'ai même pas envie de calculer combien ça fait, mais. Pas loin du double, mon ami, pas loin du double. Donc ça fait pas mal de temps. Je me rappelle, je jouais en L5 et je voyais des mecs avec 1000 euros à la table, tu vois. Et j'étais là, mais c'est des fous, qu'est-ce qu'ils font? Tu sais, c'est des malades mentaux. Donc aujourd'hui, ça me faisait marrer de pouvoir me rappeler ça. Donc le gros de mon volume, ça va être, on va dire, de la 1K, 2K, 5K. Et voilà, je peux descendre jusqu'en 200 et monter jusqu'en 40K. Online et live? Euh, En live, je joue peu. J'ai joué de la 10K et de la 20K en live à Prague, mais c'est à peu près tout. Je me considère pas du tout comme un joueur de live, même si je prends pas mal de plaisir quand j'y joue.
Mais voilà, ouais, je suis un joueur de online, principalement. Et de temps à autre, tu te perds en tournoi quand même un peu ou pas? Ouais, bah à Prague, j'ai joué en tournoi. J'aime bien faire une seule chose à la fois. J'aime pas trop travailler le tournoi, travailler le KGM. Donc j'ai été joueur de KGM au début. Ensuite, je suis parti en MTT. Et ensuite, là, maintenant, je suis en cash game à nouveau. Euh, c'est d'ailleurs bien d'avoir une autre vision du jeu. J'ai appris beaucoup de nouvelles choses en retournant dans le cash game qui m'ont permis de passer ça en MTT. Je pense que ça a été très bénéfique également pour la team. Alors qu'au début, j'avais très peur. Tu vois que Tu sais que j'entends j'ai- une phrase souvent des joueurs de cash game, c'est le... le vrai jeu, c'est le cash game. C'est les meilleurs joueurs de cash game sont infiniment meilleurs que les meilleurs joueurs de tournoi. Tu sais, ça c'est la grande phrase que Mhm. j'entends. Alors, mouille-toi un peu, ton avis, toi qui as un pied dans les deux mondes. Euh, alors, pour moi, c'est deux jeux différents. Alors, ce sont les mêmes évidemment, mais c'est deux jeux différents. C'est en tournoi, il faut être bon euh, en largeur, si je peux dire. Ouais. Et, en KGM, il faut être bon en profondeur. C'est-à-dire que les stratégies sont très profondes. Ce qui est génial en KGM, c'est que ton but, ça va être de créer une stratégie qui va contrer ton adversaire. Et le but de l'adversaire, ça va être d'enlever les problèmes dans son jeu et de contrer le contre de ta stratégie. C'est pour ça que ça va très profondément. Tu, tu te retrouves jamais avec 10 blindes ou c'est tapis ou fold, tu vois. Oui, En cash game, je joue 4 tables, maximum 6. Tu prends des notes dans tous les sens. Tu prends des notes, tu réfléchis aux stratégies. Il y a de la profondeur, tu vois. Tu peux triple check raise si jamais tu veux. Tu peux 3 barrels. Tu peux check, overbet tapis, 50 expo. Donc, alors qu'en tournoi, ça va être très capé, tu vois. Faut être très bon en largeur. Il faut connaître énormément de spots, short, ICM, deep, etc. Mais tu vois, par exemple, tu es en TF, il y a il n'y a pas une de, épée y a au-dessus pas de de ta 10 000 tête. stratégies, quoi. Quand Il y a t'es... une épée au-dessus de ta tête, tu peux pas faire le fou. Si tu fais le fou, tu spews. Donc, tu es obligé de jouer tight. Et il y a des mecs qui vont jouer un peu mieux tight que d'autres, éviter des erreurs, mais bon, voilà, cool. Tu as bien joué, tu as fait le nit, cool. En tournoi, en cash game, tu peux être nit, tu peux être un énorme dégène, tu peux bluffer que certains spots et pas d'autres. Et c'est extrêmement complexe, extrêmement profond et très stimulant. Il y a ta réussite et celle de Benjamin. Alors, Benjamin, on a un peu plus les chiffres parce qu'on sait que lui, il a fait une performance à plus de 2 millions d'euros, si je dis pas de bêtises, Ouais. il y a quelques années. 2 millions de dollars, 2 millions 2. 2 millions d'euros. Je pense qu'on peut, si je dis pas de bêtises, si je dis que Ben et toi, vous avez réussi à être millionnaire grâce au poker. Mhm. Euh, cette réussite financière, elle amène quoi? Alors, évidemment, elle amène la qualité de vie, mais je veux dire, est-ce que le fait d'avoir réussi à être... Ça parle aux gens, tu vois, d'être millionnaire. C'est quelque chose de souvent très inaccessible. Est-ce que tu vois ça comme, je veux dire, la récompense ou c'est juste, entre guillemets, anecdotique? Tu comprends ce que je veux te dire? Est-ce que c'est t'as travaillé toutes ces années pour cette qualité de vie-là? Ou à la rigueur, oui, bon, c'est cool, tant mieux, c'est super d'être millionnaire, mais on s'en fout, on veut continuer à perfer et à aller jouer encore plus haut. Euh, je pense qu'une qualité qu'on peut rajouter, c'est dans les joueurs de poker, c'est de pas trop penser à l'argent. C'est, ça n'a jamais été le driver premier. Tu vois, c'est toujours l'argent, évidemment, te permet de jouer plus cher, mais ça va jamais être oh, je veux gagner tant. Tu vois, c'est une fois que tu atteins un certain niveau, que tu te rends compte des sommes que tu peux gagner, c'est très gratifiant. Là, la vie qu'on a, c'est imbattable. Tu vois, on a vraiment, moi, j'ai la vie dont j'ai toujours rêvé. Tu vois. Et mais ouais, je sais pas. Je préfère être heureux que m'attacher à l'argent. Euh, Tu vois, comme je t'ai dit, je peux jouer de la 200 comme je peux jouer de beaucoup plus cher. Et c'est plus résoudre les problèmes qui sont à la table à travers les mains qu'on reçoit plutôt que je veux gagner tant, il faut que je joue quoi, etc. Faut optimiser bien sûr son grind pour gagner plus d'argent, mais ouais, j'ai jamais vraiment trop réfléchi à l'argent. D'ailleurs, mon premier rêve, ça n'a pas été d'être millionnaire, ça a été d'être top. Tu vois. C'est plus ça qui me drive.
est-ce qu'il y a quand même des sommes auxquelles on s'arrête? Je m'explique quand je dis ça. Est-ce qu'il y a un moment où, si tu te réveilles à Menta et que tu as 10 millions sur ton compte en banque, bon, bah, ça sert plus à rien, c'est bon, on a assez pour finir sa vie. Ou, même au tables, où à un moment donné, je te dis n'importe quoi, tu as l'opportunité d'aller jouer, j'en sais rien, moi, une table à 100 000, 200 000, et tu te dis, non, mais là, ça n'a plus aucun sens, tellement c'est devenu cher. Est-ce qu'il y a des stoppers comme ça, ou il n'y en a pas? Je dirais qu'il n'y en a pas. Là, si jamais tu me dis jouer 100 000, 200 000, j'irai pas. Mais c'est simplement parce que bah, j'ai pas la rôle ou j'ai pas les backers pour. Mais si jamais, là, tu vois, avant, tu m'aurais dit la 40K, je t'aurais dit non, t'es malade. La 20K, je t'aurais dit non, t'es malade. La 10K, je t'aurais dit non, t'es malade. Donc ça dépend juste de ton degré, Ça dépend du d'acceptation sur le contexte. moment. Ouais. Non, mais de toute façon, petit à petit, l'argent, enfin, tu perds totalement la réalité. Tu vois, t'envoies 10 000 balles. Enfin, le truc, tu me donnes 10 000 euros en cash. J'ai du mal à le dépenser, tu vois. Mais tu me mets 10 000 euros à la table, hop, tapis, perdu, oh cool, pas de problème. C'est juste deux mondes différents. T'as pas l'impression de jouer avec de l'argent. Pourquoi Euh, toi t'as réussi là où d'autres n'ont pas réussi? Pourquoi tu fais partie des meilleurs joueurs français et peut-être mondiaux en cash game là où d'autres n'ont pas réussi? Si tu analyses un peu en tant que en profondeur et même en tant que coach, pourquoi toi t'as réussi? Pourquoi Ben a réussi là où tant d'autres ont échoué? je pense qu'on est capable de se pousser au-delà d'un seuil de souffrance énorme. T'as un exemple à ça? Tous les joueurs savent de quoi je parle. Tu vois, il y a des périodes où c'est vraiment très dur de jouer, où ça va mal se passer. Tu as le mauvais mindset également. On en parlera peut-être plus tard, mais là, aujourd'hui, j'ai atteint, je sais pas quel est le terme approprié, mais en gros, je ne ressens plus rien aux tables. Je ressens que du bonheur, tu vois, de jouer. Il n'y a plus aucun T'es dans une stress. plénitude quoi. Ouais, mon mindset est bon maintenant, où peu importe que je perde, peu importe que je gagne, mon but, ça va juste être de bien jouer à table. Et Et pendant beaucoup d'années, ça n'a pas été le cas. Tu vois, pendant beaucoup d'années, j'ai souffert aux tables. J'ai d'ailleurs réalisé par la suite pourquoi est-ce que je souffrais autant aux tables. Donc, je sais pas si ça rejoint ta question, si tu veux que j'en Vas-y, parle là vas-y, maintenant. vas-y, vas-y. Et je pense que ça parlera à pas mal de monde, en fait. C'est à chaque fois qu'on perd, par exemple, des fois, on part en flip. Tu vois, j'ai As-Roi, le mec qui a les dames, c'est un setup, tout le monde le connaît. Mais on peut ressentir énormément de souffrance par rapport à ça, tu vois. Parce que quand on perd ce flip-là, c'est un buy-in en moins vers notre objectif. Et c'est une preuve de plus qu'on n'est pas ce qu'on pense être. Donc quand tu te prends un bad run, si jamais tu te penses être un top, chaque buy-in perdu, c'est une preuve que tu as tort, que tu n'es pas un top, que tu ferais peut-être bien de te remettre en question, que peut-être tu vas devoir abandonner le poker, parce que tu es trop nul. Tu vois, c'est ce genre de phrases qui sont dans ta tête H24. Tu vois. Et je sais que les périodes de bad run, par le passé, m'affectaient. Et là, non. Bon, il y a une Est-ce que dernière. j'ai répondu à ta question? J'ai pas l'impression Si, de. t'as répondu à ma question, mais justement, ça rejoint alors un peu autre chose dont on parle depuis maintenant quelques années, c'est le coaching mental. C'est une notion quand t'as commencé le poker qui n'existait pas. À partir de quand, toi, en tant que joueur et en tant que coach, t'as commencé à réfléchir à ça ou à entrevoir qu'il y avait des choses à faire avec ça? Assez rapidement, hein. J'étais un des premiers coachés par Laurent Delbrel, Poker Management System. J'étais dans PMS. PMS, ouais, j'étais dans les premiers coachés. Ça remonte à 2017. Par le passé, j'ai eu des coachs également. Et avec les années, j'ai de plus en plus de coachs. Donc, il y a une période où j'avais un psy, un coach C'est rigolo ce que mental. tu dis, c'est cette phrase-là, j'ai entendu justement de Romain aussi. Qui disait plus je progresse, plus j'avance, plus j'ai de coach en fait. Mhm. Parce que c'est comme ça, je pense que tu progresses. C'est en t'entourant de plus en plus. Si tu peux te les offrir, t'essayes de t'entourer de plus en plus, quoi. Ouais. Et c'est surtout que le savoir est de plus en plus difficile à acquérir et du coup, tu es obligé d'aller voir des personnes plus spécialisées dans certains domaines. Tu vois, par exemple, tu peux aller voir, je joue pas en heads up, mais tu peux aller voir un mec de heads up. Parce que
j'ai un coach de heads-up. Mais pas pour le heads-up, c'est parce que le heads-up, les joueurs de heads-up sont spécialistes pour développer des stratégies pour contrer des adversaires. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller voir un coach de heads-up en disant, OK, j'ai ce problème-là avec ce type de joueur-là, voici des tendances, comment est-ce que tu me conseillerais de jouer? Tu vois, donc tu vas voir des mecs spécialistes dans leur domaine, alors que c'est pas le domaine, c'est pas ce que tu joues. Au début, il vaut mieux aller voir quelqu'un qui joue ce que tu joues, parce que tu Hmm. as tellement de savoir en réserve à apprendre. Excuse-moi. Non, non, et le coaching mental, alors c'était plus. Et le coaching mental aujourd'hui, toi, ta perception en tant que coach par rapport à tes élèves? Est-ce que c'est quelque chose que tu leur conseilles? Est-ce que c'est quelque chose que vous amenez avec Ouais. ATM? Est-ce que c'est. Comment tu perçois ça pour l'avenir, quoi? Alors, ouais, ça a toujours été quelque chose de primordial, hein. C'est avoir un psy, tu vois. Tout le monde est censé avoir un psy. T'es pas, au début, enfin, mon ex était psychologue et elle me disait, ouais, tout le monde est censé avoir un psy. Du coup, j'ai pris un psy et tu découvres, j'étais pas du tout en dépression. Tu penses toujours que quand tu vas voir un psy, t'es malade, t'es en train de pleurer, t'es comme ça en train de prendre des cachets, prêt à te suicider. Alors, pas du tout. Tu vois, tu vas voir un psy, tu vas juste parler de ta vie, de ce qui se passe, etc. Et puis, ouais, c'est c'est important. Tu vois, il y a une période où j'avais un psy, Et ça, ça un te coach fait sentir mental. bien? Et parce que moi, j'ai toujours eu un. Alors, je vais pas te mentir, sur les psys, j'ai toujours eu un doute. Toi, tu dirais que c'était vraiment bénéfique, ça? Un doute par rapport à quoi? Bah, je comprends qu'on en y en voir un, justement, quand on va mal, quand on a des angoisses, des choses comme ça, mais quand on va bien, c'est. Ouais, Est-ce que c'est. Parce que tu me dis, ok, tu vas parler avec lui, tu vas échanger, mais finalement, comme tu échangerais avec un ami. c'est très différent parce que l'ami, tu lui dois quelque chose, un petit peu. Le psy, tu lui dois rien. Tu l'as payé, c'est bon, tu as déjà fait ton travail. Maintenant, il est là pour t'aider, pour t'écouter. C'est toi, c'est ton moment à 100%. Euh, tu peux avoir des amitiés qui te permettent de faire ça, mais c'est pas Ouais, facile elles déjà d'en sont avoir. Il n'y a pas plutôt tout le monde rares. qui en ont. Et puis, mais je vais te prendre un exemple. Tu vois, tu fumais avant le début de la Ouais. session. Est-ce que tu vas voir le psy, tu fais ouais, je fume, je sais pas pourquoi, par exemple. Toi, tu fumes comme ça. Ça se trouve, c'est tu t'ennuies, tu fumes. Ah, mais pourquoi est-ce que vous vous ennuyez et vous fumez? Du coup, c'est peut-être, tu vois, il va commencer à te poser des questions. Puis tu vas tu vas remonter plus loin, et tu vas comprendre en fait des triggers, des déclencheurs qui sont en toi, qui te font faire des choses potentiellement malsaines. Tu vois. C'est par exemple, ouais, t'es avec des potes, t'as besoin de boire. Bah, si t'as besoin de boire, c'est qu'il y a quelque chose dans ton cerveau qui t'oblige. Peut-être que tu sens que t'es pas assez fun sans avoir bu. Et tu vois, tu peux mieux comprendre qui tu es, les triggers qui te poussent à faire des choses. Et ouais, c'est passionnant. Une fois que tu commences à rentrer là-dedans. Donc effectivement, ça va pas, tu vas pas, ouais, ça va pas changer. Tu vas pas te mettre à être plus heureux, etc. C'est juste, tu vas comprendre la prochaine fois que tu vas sortir une clope, tu vas faire ah, est-ce que c'est le trigger dont on avait parlé? Donc, Ah, peut-être j'en ai pas besoin de cette clope. tu veux dire, ça te pousse plus loin dans tes réflexions, quoi. Ouais, exactement. Bon, mon ami, pour conclure, c'est passionnant tout ce que tu me racontes. Pour conclure, il y a l'avenir. Presque, tu disais, presque la moitié de ta vie passée à jouer au poker. Donc, toutes les stratégies, toutes les tendances de pop, toutes les croyances limitantes, toutes les possibilités dont on a parlé pendant ces presque 18 dernières années sur le poker, qui est en constante évolution, te donne quelle vision sur l'avenir du jeu et l'avenir du business aussi? Tu penses que le poker de 2030, il ressemble à quoi? Et est-ce qu'en 2030, le poker sera... parce que là, il y a une vraie explosion. En ce moment, on le voit, tous les tournois sont pleins. C'est incroyable après Covid. Ben, comment tu vois ça, toi, de ton expérience du recul et voyons un peu plus loin dans l'avenir? Non, j'adore cette question. J'ai l'impression qu'elle revient tout le temps et que le poker a toujours plus grandi ou c'est toujours des acteurs du poker qui sont là depuis des années. Donc, il y a une phrase de Victor Kudinov qui est top monde, le meilleur joueur du monde. Il battle tout le monde en ce moment en high stakes, un joueur de cash game, qui disait dans une interview
une phrase qui m'a semblé intéressante, c'est que il avait peur de partir pendant un mois en vacances, puisqu'il avait peur de se faire dépasser par les autres. Et en fait, il s'est rendu compte que les autres, maintenant, ils arrivent au bout de ce qu'ils savent, tu vois. Et du coup, il disait dans l'interview, bah, c'est cool, maintenant je peux partir un mois ou deux, je reviens aux tables, le savoir est toujours le même, plus ou moins, tu vois. Ils sont arrivés à un cap qui va être très difficile à percer. Je prends l'exemple des échecs, tu vois, c'est l'ordinateur le meilleur au monde, je crois, il y a 3300 Elo ou 3400 Elo. L'humain le plus fort au monde est à 2850, tu vois. Et personne n'a réussi à passer 2900 pendant des années et des années. Donc je pense que le niveau du poker doit être pas loin d'être capé. Et maintenant, toutes les personnes qui arrivent par en bas, en fait, rattrapent les top mondes. Avant, les top mondes montaient à une vitesse plus grande que ceux qui étaient en bas. Maintenant, ils sont bloqués en haut. Et ceux qui sont en bas peuvent monter à leur niveau. Il y a énormément d'argent à faire. Je le vois toute la journée aux tables. Il y a des ligues dans tous les sens. Tu peux contrer des exploits. Tu vois des gens, même pas beaucoup travaillé, qui sont juste smart, qui ont envoyé beaucoup de volume, gagner des centaines de milliers d'euros, tu vois, par an. Donc, est-ce que le poker est mort? Bien sûr que non. Où est-ce que je le vois est-ce que je le vois en 2030? Eh ben, j'espère que je serai là encore avec une barbe un peu blanche et que toi tu seras là également et qu'on fera une interview. Alors maintenant Cette que tes interview élèves là, ont voilà. pris 200 millions et que tu l'as... Ah, ça, j'adorerais. Ouais. Et d'ailleurs, on parlait de Vegas. Bon, je trahis pas un secret non plus, parce que tu en avais parlé. C'est vrai que ça s'était pas follement passé pour vous. D'ailleurs, la blague, c'est que ça s'est follement passé pour personne dans cette année-là, j'ai l'impression. Euh, c'est quoi J'ai l'impression que Vegas, c'est un monde à part, les CWSOP, que c'est un truc un peu... Il y a moins de logique. Quand je dis il y a moins de logique, c'est que t'as beau avoir poncé le jeu, t'as beau être un bosseur, t'as beau être un excellent joueur, l'ambiance, le nombre de gens, le côté avoir un bracelet, tout ça, nivelle complètement les niveaux. J'ai tort, j'ai raison, comment toi tu l'as ressenti ça? Alors, si j'ai bien compris ce que tu m'as dit, tu me dis en gros, comme on va à Vegas. Attends, répète-moi. Parce Le fait, que... si tu veux, j'ai l'impression que là, j'ai l'impression que les WSOP à Vegas, c'est un truc à part qui change un peu tout. Si tu veux, c'est-à-dire l'ambiance, le nombre de gens, tout ça nivelle un peu les niveaux et donc les top joueurs sont peut-être pas forcément toujours au top ou en tout cas c'est tellement compliqué d'aller au bout des tournois que tu peux te cracher complet sur 2 mois parce que même si tu fais tous les tournois, il n'y en aura jamais assez. Enfin, là j'ai l'impression que c'est un cas à part, les WSOP. Non, mais en fait, je pense qu'il y a énormément de médiatisation autour des WSOP et on comprend mal le poker, comment est-ce qu'il fonctionne. Tu vas faire combien de tournois? Tu vas faire 40 tournois? 50 tournois? Ouais, c'est jamais À assez part, quoi. à part si tu t'appelles Erwan Pêcheux qui va en faire 80, tu vois, tu vas faire 40 tournois. Les tops, c'est statistique. Tu les mets, c'est un fil de 10 000 personnes, il va pas finir premier. Genre, tu finis 300e, bah, t'es bien joué. Tu vois, c'est normal. Donc, c'est juste une mauvaise compréhension. C'est un peu ce romantisme autour du poker, comme quoi le top est censé toujours finir au top. Non, il y a tellement de variances, etc. Par contre, ce qu'on pourrait dire, c'est que déjà, il y a deux choses. Il faut bien se rendre compte quand on joue en live du early, du gain horaire qu'on fait. Parce que souvent, on n'y pense pas, je pense. On pense au bracelet, des choses comme ça, mais quand on joue à 1000 $ et qu'on est payé au bout de 3 jours, ça fait combien d'heures de jeu? On va dire 10 heures par jour pour simplifier les maths, tu vois. Ouais, là, c'est pas bon. Taux horaire, on n'est pas bon là. Tu gagnes en moyenne combien? On va dire 500, 50%, tu vois, c'est bien, mais allez, ils ont 1000, tu vois, bah 1000 divisé par 30, Mhm. tu Ouais. vois, et tu gagnes 30 balles de l'heure. Voilà. Est-ce que tu es content de gagner 30 balles de l'heure? Je sais pas, je me suis pas gouré dans les maths. Si, c'est ça, c'est ça. 33 balles Donc, de l'heure. donc tu gagnes 33 euros de l'heure. C'est ça le rêve de ton métier? Est-ce que c'est ça? Non. Tu vois, on gagne beaucoup moins que ce qu'on pense quand on joue en live, tu vois. Avec tous les frais, 33 balles de l'heure, t'as même pas remboursé les frais pour vivre. Ouais, mais est-ce qu'il y a l'aspect trophée qui peut compter? Ouais, mais pourquoi est-ce qu'il compterait en fait? Parce que oh, t'as acheté un tournoi, waouh, incroyable. Tu vois, c'est tous les médias autour du poker, ils sont obligés de vendre une histoire. Donc, ils sont obligés de vendre le meilleur du monde qui a gagné un tournoi. Oh là là, le champion du monde qui a gagné un trophée. Mais personnellement, moi, je gagne un trophée, j'en ai rien à foutre.
Je vais pas te mentir. Je me dirais, ah, j'ai chaté ce tournoi, bah cool. Alors je sais qu'il y aurait tout le monde, ouais, champion du monde, champion. Non, j'ai chaté les mecs, c'est tout. Voilà. Donc voilà, il y a tous les médias autour qui vont faire lui, c'est le meilleur, lui, il est imbattable en ce moment. Ouais, bah bien joué, t'as chaté. Moi, mon point de vue, bien plus, je respecte bien plus ceux qui sont là online et qui font des perfs online tout le temps que le mec qui a acheté son bracelet au WSOP. Il y a plus de vérité dans le online. Il y a plus de volume, donc forcément, il y a plus de vérité. Mais après, il y a quand même quelque chose à dire. Je pense pas que nous, grinders de online, soyons les mieux préparés pour jouer WSOP, par exemple. Je pense que le jeune américain qu'on joue aux tables qui est pas bon a beaucoup plus de bouteilles contre ces joueurs-là et donc il y a des bien meilleurs exploits. Voilà, même s'il est bien moins bon techniquement, il a l'avantage d'avoir cette connaissance du field. Il connaît mieux la tendance de pop de ces joueurs-là, quoi. Ouais, ouais. D'ailleurs, quand tu commences à étudier les exploits, tu te rends compte que les humains ont trouvé beaucoup d'exploits par eux-mêmes, tu vois, avant les solvers. Tu retrouves les mêmes exploits que la population a fait, et je trouve ça absolument remarquable. Dernière question, mon ami, pour tous ceux qui t'ont écouté là pendant cette heure. Si tu voulais qu'ils retiennent une seule chose de toi ou de ton enseignement ou de ton expérience, quelque chose qui te semble important, fondamental, s'ils avaient une seule chose à retenir, tu voudrais que ce soit quoi? Euh, c'est une bonne question. Dans le- C'est une bonne question parce que tu peux aller, tu peux vraiment aller. Ouais. Dans tous les sens. Voilà. Moi, je dirais que dans le poker, faut pas trop avoir de certitude. Il y a beaucoup de lines qui sont possibles et c'est bien d'aller explorer. C'est bien de prendre des risques. C'est beaucoup plus facile de coacher quelqu'un un sputard et de l'aider à tightifier dans certains spots plutôt que aider un hit à devenir à balancer des bluffs. Donc, je suis beaucoup plus de l'école aller pas spew, mais aller tester des choses. C'est que de l'argent pour l'instant. Et si jamais tu apprends quelque chose avec ce spew-là, ça pourra s'accumuler sur le long terme. Donc, ça, c'est dans le poker. Puis après, personnellement, je me mettais beaucoup de pression dans le poker. Aujourd'hui, j'ai une approche beaucoup plus light. C'est même si je joue beaucoup plus aujourd'hui que même par le passé. Mais voilà, j'ai juste j'ai posé cette phrase de merde bateau de tout le monde. Prenez du plaisir. Ouais, mais c'était très intéressant quand tu dis c'est plus facile de freiner un spew que de pousser un hit. Ouais. C'est très intéressant ça. Et en plus, je suis assez d'accord avec toi. Moi, évidemment, j'ai pas du tout. Je ne prends l'expérience qu'en discutant avec les gens, mais je suis très loin de la moitié du tiers de votre niveau tout cumulé. Mais je trouve par contre, quand moi je remets ça à mon niveau à moi, qui est le milieu de l'entrepreneuriat, du conseil, etc., je trouve que dans le milieu du poker, il y a énormément, comme tu dis, de croyances limitantes, de gens qui c'est comme ça et c'est pas autrement, et ils veulent pas. On déborde pas de ce move-là, on déborde pas de cette manière de jouer-là. Et je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il faut, comme tu dis, s'ouvrir, réfléchir, recontextualiser, repenser. C'est très souvent en étant légèrement en dehors du cadre qu'on finit par être pas loin de la vérité. C'était beau ça. Ouais. On a fini par très grandes phrases philosophiques. Je pense que là, tout le monde est très heureux. Écoutez, messieurs, dames, si c'était pas un débat de qualité. Bon, merci infiniment, mon Clément. Si on veut rejoindre ATM, on suit les réseaux que je mets juste en dessous. De toute façon, c'est Allez. complet, mais quand même, allez-y, préinscrivez-vous. Possiblement, peut-être qu'un jour, vous y arriverez. Non, 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 avec plaisir. Postulez, on review toutes les candidatures et voilà. Tu sais qu'en fait, c'est moi qui ai peut-être tué ton recrutement à chaque fois que je fais un poker des bords en disant c'est la meilleure Je équipe sais. du monde, vous emmerdez pas, c'est complet. Ouais, mais c'est sûr que ça a dû jouer un petit peu, je pense. Mais c'est bien, c'est bien. Il y a que ceux qui ont de l'ego qui y vont. Il y a Non, que mais ceux du qui coup, ont- j'ai pump, tu vois, le message de ta boîte en mode c'est les meilleurs. Par contre, j'ai tué le recrutement en mode non, bah laissez tomber, c'est complet, tu vois. Non, bah. C'est bien, c'est bien. Il y a ceux qui ont confiance en eux, qui sont là, je m'en fous, j'y vais. Et ça, ce sont les meilleurs. C'est certainement grâce à toi qu'on a que des perles comme ça. Bon, bah Donc, écoute, tant mieux. C'est avec plaisir, mon ami, comme c'est toujours un plaisir de t'avoir. Et le 25 mars, t'aurais été en France, moi je t'aurais fait venir.
Et monsieur est en Hongrie. Monsieur préfère les pays exotiques. Et tu viens à l'EPT Paris alors? Non, je pars au Japon. Ah, donc, mais tu m'as dit que tu... Mais c'est quoi que tu vlogues? Ah, mais à l'EPT, tu fais vloguer... Il y aura une grosse partie de la team. Moi, je pars au Japon. D'accord, Et il y aura Ben. Et voilà. Donc, d'accord. on aura un vlog qui sortira. Très bien. Donc une chaîne YouTube Voilà. qui arrive. J'ai j'ai rien envie de dire parce que je sais. Tu sais, quand tu dis je fais une chaîne YouTube, généralement, tu vas faire quelques vidéos et après, ça va mourir. Et j'ai vraiment pas envie d'être dans ce cas-là. Donc, Putain, mais tu sais que peut-être, on va poster quelques vidéos quand on a envie. Et voilà. Ouais. mais c'est 95% du temps, je te rassure, c'est ça. Moi, je les vois tous arriver sur YouTube, 6 mois plus tard, je vais tous Ouais. partir. Ouais, c'est ça, gros projet, etc. Donc, non, on dit rien, on fait ça pour le plaisir et voilà. C'était un plaisir de t'avoir, mon ami. Bah ouais, également. Merci encore, hein. Et puis, on se retrouve au prochain Poker Débat. Voilà. Vas-y, bisous. Merci Les beaucoup. amis, ciao, ciao, ciao! Ciao, bisous.